les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et vous êtes la résistance. Aujourd'hui, deuxième interview de la journée avec Fadi Kassem du PRCF. On est avec notre collègue Gilet jaune de la Croix-Blanche, entrepreneur. Bonjour. Oui, tout à fait. Voilà. Meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux de santé, la base, parce que quand même c'est grâce à ça qu'on peut se battre. De fraternité dans le sens où nous sommes tous frères et on fait tout pour justement changer ce monde pourri dont on peut reparler. Et de combativité, parce qu'encore une fois c'est la logique des deux vœux précédents. Alors on va faire une interview à deux avec un collègue de la Croix-Blanche. Bonne année aussi à toi. Meilleurs vœux à tous. Force et honneur pour 2020. Ouais. On en aura besoin. On lâche On en a rien. beaucoup besoin. On se laisse pas corrompre, on se laisse pas compromettre. On se laisse pas. Oui, c'est la corruption. Hein. Il y a les municipales qui vont arriver, donc forcément, il y a des listes politisées qui vont essayer de gratter, essayer de retourner c'est les déjà collègues. parti dans les boîtes aux lettres, déjà, ça commence déjà. Donc voilà, on va avoir à bosser sur les marchés, ça c'est sûr. Fadi Kassem, merci du temps que tu nous proposes. À vous. Toi, tu es le numéro 2 du PRCF, mais tu ne parles pas aujourd'hui en tant que numéro 2 du PRCF. Tu parles en tant qu'historien, tu es prof d'histoire. Prof d'histoire, exactement. Tu as fait Sciences Po, tu as été avec les... J'ai connu l'école de M. Macron et puis de tas d'autres qui, en étant député, ministre aujourd'hui, ont fait la même école que lui. J'ai été étudiant là-bas. Je ne regrette absolument pas, au contraire. Ça permet de connaître beaucoup les mœurs, les coutumes, les façons de fonctionner, de penser, de vivre de cette oligarchie dont je me suis extrait, peut-être parce que dans le fond j'étais pas spécialement lié à elle, dans le sens où j'avais mes loisirs, j'avais mes amis, j'avais mes préoccupations, et dans le fond j'avais pas ce que Bourdieu appelait le capital symbolique, culturel qui correspondait à ces gens. Mais c'est très utile, ça m'a beaucoup appris. Puis après j'ai passé l'agrégation d'histoire que j'ai obtenue, pas du premier coup, mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est que ça m'a permis de beaucoup apprendre, de réfléchir sur le passé, sur le présent. Parce que quand on réfléchit sur le passé, c'est pas seulement réfléchir sur le passé, c'est essayer de comprendre comment fonctionne le monde et faire en sorte qu'il puisse véritablement s'améliorer pour l'ensemble des travailleurs et des citoyens. Toi, en tant que prof d'histoire, si on te demande, c'est un échange, hein, quelquefois on se coupe la parole, t'hésites pas à me couper la parole, à m'engueuler, tu fais voilà, comme tu le sens. Si on te dit, est-ce que l'homme a changé ou pas? Ou est-ce que tu retrouves, toi, en tant que prof d'histoire, quand tu étudies toutes les séquences historiques, est-ce que tu retrouves toujours les mêmes plans de vice, les mêmes plans de soudoiement, de corruption On les voit, c'est ceux qui ne veulent pas combattre, les lâches, les pleutres, les vendus. Est-ce que l'homme ne change pas finalement? Alors, d'un certain point de vue, c'est vrai que très souvent on distingue l'histoire par période, comme si l'homme avait fondamentalement changé. Et sur certains points, il a changé. Il faut être très clair. Par exemple, sur le rapport à la religion, il est peut-être beaucoup moins prononcé aujourd'hui que, par exemple, au Moyen-Âge. Mais pas forcément la spiritualité quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai dit la religion. J'ai pas dit la spiritualité. J'ai pas dit le religieux, ce qui est autre chose. Le fait de croire en quelque chose. Mais pour répondre à ta question, je prendrais tout simplement mon corps de métier en tant que professeur. C'est très simple. On dit souvent les élèves aujourd'hui ont changé. Il faut s'adapter aux élèves. Mais il y a quand même un trait commun qui existe avec les élèves d'aujourd'hui, qu'ils aient 13, 14 ou 20 ans ou 25 ans, avec ce que nous avons été à leur âge, et encore plus nos parents ou nos grands-parents. Mais c'est qu'en réalité, à un moment donné, les élèves, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des réponses à leurs questions qui commencent souvent par pourquoi. Autrement dit, si on est capable de répondre à leurs questions, c'est-à-dire d'expliquer le monde, en ce qui me concerne en tant que professeur d'histoire-géographie, d'expliquer comment ça fonctionne, etc. Mais un élève, il n'a pas besoin de tous les trucs interactifs, de tableaux, etc. Il est très heureux de comprendre comment fonctionne le monde avec des matières simples. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser des nouvelles technologies, au contraire, elles peuvent être très utiles, tant qu'il s'agit d'être au service d'une explication logique, rationnelle, cohérente du monde. Et ben c'est la même chose pour les êtres humains. De ce point de vue, ça n'a pas trop changé, y compris, on va en reparler, par rapport au problème de corruption. Alors là, on va parler dans cette interview du libéralisme et du principe, des principes d'égoïsme. Avec un certain nombre d'auteurs, il y a Mandeville, il y a Adam Smith,
Et puis, pour finir, dans les poubelles de l'histoire, c'est-à-dire Cohn-Bendit, le moi-je de Cohn-Bendit, ancien 68 art. Pourquoi on parle du libéralisme? Pourquoi on parle de l'égoïsme? Tout simplement en tant que gueux, en tant que gilet jaune de rond-point, on se coltine à ça. Tu sais, on dit que c'est une révolution extérieure, une évolution intérieure. Mais on combat notre propre égoïsme, on combat toute cette lutte que l'on fait depuis 14 mois. Il y a toute une part de sacrifice. Il y a toute une part de... Et puis on a identifié l'ennemi. On a bien vu que l'ennemi, c'était pas Macron. C'était pas maître, donne-moi plus de chaînes, donne-moi plus à manger dans mon frigo qui est vide le 15 du mois. Il y a 2-3 demeurés qui ne veulent pas comprendre, ils restent là-dedans. Okay. Mais 99,9% des gilets jaunes, on a tous fait en un an, 14 mois, la chaîne de causalité. Mais pourquoi on est dans cette merde le 15 du mois, le 20 du mois? Pourquoi en ayant bien tout fait, ça a planté, à quel moment, etc. Et puis on est arrivé, c'est la pelote de laine, on est arrivé jusqu'à l'oligarchie financière, bancaire, la création monétaire, la mainmise oligarchique sur les médias de masse, la fabrique du consentement, la fabrique de l'opinion publique, la constitution, la dette. Pour nous, c'est une évidence, à la Croix-Blanche aussi. Oui, c'est une évidence sérieuse, on a de l'empathie, on œuvre pour le bien commun. Mais moi, je me souviens, il y a un an, à la Croix-Blanche, qu'on avait fait... C'était le frigo. C'était le frigo, c'était merguez, barbecue, etc. On était très contents d'être ensemble. Mais on se disait, mais comment ça se fait? Il y en a qui ne sont pas dans le combat, il y en a qui sont déjà dans la révolte pour la dignité. Enfin, il y a des choses qui commençaient à arriver. Et puis là, tout le monde a bien identifié l'ennemi. Et l'ennemi, c'est porté par une philosophie qui est le libéralisme. Libéralisme économique, libéralisme des mœurs aussi, parce qu'il y a des choses au niveau sociétal. Il faut casser toutes les limites de la société. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Bientôt, tu vas te marier avec une table, une chaise ou une chèvre, tu vois, au nom de l'amour. Non, mais tu vois, tout ce qui était structurant, le bien, le mal, ça n'existe plus. C'est ce côté de libéralisme, liberté. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, en fait, tu vois. Ouais, c'est une façon de libérer les repères. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus de repères, on a une mainmise totale sur le peuple et sur les personnes. Tu casses les repères, finalement, tu fragilises les gens, oui. Et puis t'en fais des dépendants, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire au crédit, à la consommation, au shopping compulsif, acheter plein de saloperies dont on n'a pas besoin, c'est Fight Club. Ouais. C'est le film Fight Club, quoi. C'est ta génération, ça, t'as kiffé, hein. Ouais. T'as bien aimé quand les tours tombent à la fin, hein. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, justement. Ouais, tu conseilles de revoir Fight Club? Ouais, Fight Club, faut voir. Ouais. Rien que pour la scène de fin avec les Pixies, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de Fight Club? On fait une petite aparté là, rapide. Honnêtement, je connais même pas, à peine. Non, mais ça, c'est les gars de Sciences Po, tu vois. Ils sont coupés du peuple. Ah, même pas, non, mais même pas, parce que parce que je pourrais te parler de choses vraiment populaires que j'ai vécues. J'étais un très grand supporter jusqu'en 2010, depuis le Qatar est passé par là, du PSG. Et je pourrais parler vraiment d'expériences de terrain que j'ai connues en tant que supporter ultra. Mais vraiment, entre 1997 et 2010, et je pense que vous seriez surpris de ce que j'ai vécu. Mais est-ce que vous vous battiez à l'époque pour le bien commun? D'un certain point de vue, oui, et je vais te dire pourquoi, parce qu'on peut faire un lien avec ce qu'on a dit. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, on a parlé, et à juste titre, c'est normal parce que c'est ce qui s'est passé, des gilets jaunes éborgnés, poursuivis en justice, criminalisés comme pas possible. Moi, j'ai été dans le mouvement ultra au PSG entre 97 et 2010, je répète. Nous avons été un laboratoire. Nous avons été un laboratoire parce qu'à l'époque, le supporter ultra de Paris était un fasciste, un nationaliste, un raciste, un je sais pas quoi, un violent, tout ce que l'on voulait. Tout ça parce qu'il parlait un peu fort, il osait défendre son club, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas d'ailleurs la plupart du temps raciste, en tout cas c'était mon cas. Mais c'est pas grave, on a été criminalisés ainsi. Et en fait, on a été un laboratoire pour nettoyer, permettre quoi? L'arrivée de riches investisseurs qui vont mettre un pognon de dingue, comme dirait l'autre, dans les stades, et qui vont substituer ces investisseurs progressivement à un supporterisme populaire, et le remplacer par quoi? Pas un supporterisme, enfin si on peut appeler ça le supporterisme bourgeois. Des gens qui de marchandisation, de t-shirts très chers. On est clairement là-dedans. Et on a été le laboratoire. Et c'est l'époque où, il y a 15 ans, on se prenait déjà des interdictions administratives de stade. On ne passait plus en justice. On était directement interdit de stade par l'État.
Demandez-vous aujourd'hui pourquoi il peut y avoir des jugements administratifs, si on peut appeler ça un jugement, de la part de l'État. Nous avons été le laboratoire qui a ensuite été étendu à l'ensemble des groupes ultras dans le football et qui désormais se retrouve sur les gilets jaunes, sur les syndicalistes de combat, sur les mouvements associatifs qui se battent vraiment pour certaines causes, etc. On a été un laboratoire. Je pourrais vous en parler, je l'ai clairement vécu. Y compris au niveau de la répression policière? Ah bah évidemment, qu'est-ce que vous croyez? On se prenait des coups de tonfa, du gaz lacrymo, en veux-tu, en voilà, des interpellations. Et on a aussi vu autre chose. On a vu les interpellations policières et on a pu voir quand la police laissait faire, si j'ose dire, pour que ça parte en cacahuète. Parce que comme ça pouvait justifier dès lors la répression radicale et la chasse, la traque de tout ce qui était ultra. C'est exactement ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, notamment avant l'arrivée des Qataris. On l'a très bien vécu. On va revenir là sur le sujet. C'est le libéralisme, cette idéologie du libéralisme, et qui est basée sur l'égoïsme, en fait, sur le principe d'égoïsme. Oui, c'est au cœur. Nous, on est quand même très éloignés au niveau des Gilets jaunes, comme on partage la bouffe, comme on partage les coups de main, l'entraide, la solidarité, la fraternité qu'on a expérimenté sur les ronds-points. Même s'il y a beaucoup de ronds-points qui ont été brûlés, qui ont été chassés, etc., les raisons ont été faites. Grigny a été brûlé récemment. la semaine dernière. Grigny a été brûlé aussi. Et c'est pas le seul. C'est Dourdan qui a été brûlé aussi. Donc tout ça, c'est dans le 91. Mais, ok, les mecs, ils peuvent brûler des cabanes en carton, en palette, tout ça. Mais derrière, il y a des réseaux d'hommes et de femmes qui se sont faits. Ça remotive encore plus, de toute manière. Et puis, même si on n'est pas physiquement sur le rond-point, on est là en OP. Et puis, on se voit aussi en dehors. Ouais. Donc... on est très loin de l'égoïsme, ça c'est sûr. Libéralisme et principe de l'égoïsme. Alors là, on a préparé l'entretien, comme d'hab. On va parler de Mandeville. Ouais. Là, c'est 1714. Et oui. Avec la fable des abeilles où les vices privés font la vertu publique. J'espère que ça a été bien compris. Les vices privés, les vices, égoïstes en sorte, font la vertu publique. Ça, c'est la première partie. Et oui. Ça, on va commencer par Mandeville, donc un penseur hollandais. Après, il y aura la deuxième partie avec Adam Smith, 1776, un Écossais, avec une vision naturaliste de la société. Il n'y a que l'intérêt personnel, finalement, l'égoïsme de l'homme qui le fait bouger. La troisième partie, ça sera la victoire, finalement, de ce libéralisme économique au niveau de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle, avec des réactions fortes, la Commune de Paris, les anarchistes violents, etc. Et puis la quatrième partie, c'est le lien entre le libéralisme et le gauchisme, finalement la fin de l'histoire, les années 2000, où il n'y a plus de contre-pouvoir en fait à l'économie. Clairement. Et puis, il y a la corruption de ces soi-disant révoltés 68ards qui deviennent des valets serviles en fait, du libéralisme et qui promeut l'égoïsme. Moi, je me libère de mes parents, je me bats contre les parents, je me bats contre le système, moi. Pas du tout collectif en fait. Et puis, ça finit directeur de l'IB ou du Point ou de bref. Et puis, à gratter des dizaines de milliers d'euros. Tu as dit un mot central, le mot de corruption. Corruption mentale. Mais oui, là, parce que la corruption n'est pas forcément financière. Elle peut être, comme tu l'as dit, à juste titre mentale. C'est-à-dire le fait d'épouser les idées des dominants, d'y adhérer, parce qu'on y trouve un intérêt, parce que c'est séduisant, parce que dans le fond, on s'y complaît, que ça permet de ne pas trop penser et réfléchir, parce que penser et réfléchir, c'est un sport de combat. Oui, effectivement. Donc oui, la corruption n'est pas seulement, c'est pas seulement l'acte de éventuellement mettre une valise remplie de billets sous la table, qui dans le fond n'est pas une pratique si répandue que cela d'un certain point de vue. Il n'y a pas besoin de ça. Il suffit déjà d'être d'accord autour d'une bonne table. La corruption, elle commence souvent autour d'un restaurant, on se met d'accord, on boit un coup. Ça veut dire qu'on serait corrompu, nous? Non, parce qu'on se bat pour le bien commun, c'est ça la différence. Ok. On va passer à la première partie. Mandeville, 1714. Ouais. La fable des abeilles, où les vices privés font la vertu publique. Alors, explique-nous, qui est Mandeville, hollandais, et qu'est-ce que c'est que cette fable? Alors, effectivement, c'est important de le préciser, c'est un philosophe hollandais. Il faut un petit peu situer le contexte de l'époque. Donc, 1714, ça fait plus de 300 ans. Et j'insiste dessus, parce que depuis, on vit dans ce monde-là.
depuis au moins 300 ans. Alors on nous bassine toujours la tête, soi-disant, avec des trucs qui seraient archaïques, dépassés, que sais-je encore. Mais s'il y a un truc qui est profondément dépassé, c'est ça. Quel est le contexte de l'époque? C'est le libéralisme l'égoïsme est dépassé. C'est depuis un moment, c'est un mensonge énorme, et même d'un point de vue structurel, ça on pourrait en discuter. Mais justement, venons là-dessus. Lorsque c'est publié en 1714, cet ouvrage, c'est dans le cadre de ce qu'on a appelé la révolution des Lumières, et en tout cas de manière générale la révolution de la pensée en Europe. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même la volonté, c'est vrai, de se dégager de la tutelle divine pour que l'homme réfléchisse par lui-même. Bon, bah très bien, et ça existait dès le XVIe siècle, ça s'appelait l'humanisme. Et encore, c'est plus compliqué que ça. Il ne s'agissait pas de remettre en cause l'existence de Dieu, mais il s'agissait de dire que l'homme était capable par lui-même de penser, de réfléchir, de construire son avenir. Donc les intermédiaires, c'est ça, hein. Voilà, sans s'en référer à Dieu. Donc ce n'était pas forcément une pensée athéiste, loin de là. Ça pouvait être déiste, ce qui a été le cas de Jean-Jacques Rousseau. Mais passons. Une chose est sûre, il y a progressivement une pensée qui va s'affirmer, qui estime que l'homme est capable, par lui-même, de faire le bien, etc. Alors la question, c'est pas de savoir s'il est capable ou non de faire le bien par lui-même, mais c'est comment, par quels moyens et pour qui. C'est ça la vraie question. Et c'est là où interviennent les libéraux, comme Mandeville. Parce que Mandeville va développer une philosophie qui se retrouve de toute façon dans le titre de son ouvrage. Le diminutif, c'est la fable des abeilles. Mais la suite, c'est les vices privés font la vertu publique. Et quel va être le raisonnement de Mandeville? Il va être très simple. Il va être de dire, dans le fond, si tout le monde pense d'abord avant tout à soi, à son amour-propre, à son égoïsme, voilà, avant de se préoccuper du reste. Si tout le monde fait ça, tout le monde est gagnant. Parce que, après tout le monde, finalement, va pouvoir s'enrichir, etc. Autrement dit, le raisonnement de Mandeville, qui sera repris par Smith derrière, c'est un raisonnement qui considère que l'économie est un jeu à somme positive. Il n'y a que des gagnants. C'est ça le fond de la pensée. La réalité, c'est que c'est pas vrai. La réalité, c'est que dès le départ, si on gagne, c'est au détriment d'autres personnes. Sauf que la fable des abeilles, qui est une fable effectivement qui est en train de réfléchir, il ne faut pas oublier que la fable était un genre assez populaire à l'époque. Vous avez tout ce qui est La Fontaine, etc., qui résonne sur des fables. En tout cas, lui, il va quand même réfléchir au fonctionnement de la société à partir des abeilles. Et il y a quand même une maxime qui est fondamentale, qui va être tirée de cet ouvrage et que l'on ne peut pas résumer parce que lui-même le dit Mandeville. Il dit la chose suivante. Soyez aussi avides, égoïstes, dépensiez pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être. Donc je répète, soyez aussi avides, égoïstes, dépensiez pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être. Car ainsi, vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Donc, autrement dit, soit un hédoniste joyeux, consomme, si ce n'est consume, voilà, et dès lors, tout le monde sera content. Brûle toutes les réserves de pétrole, salope les océans. Pour votre propre plaisir, que vous pourrez l'être. Soit un Américain, roule en gros 4x4 bien dégueulasse. Ça te fait plaisir. C'est pas grave, parce que si tout le monde fait la même chose. Ouais, tu salopes la nature quand même, là, non? Alors, à cette époque, il faut bien comprendre que la réflexion, évidemment, que nous avons aujourd'hui, elle est beaucoup moins poussée, c'est moins qu'on puisse dire, sur la question environnementale, etc. Il y a une vision très prométhéenne de l'histoire. En revanche, je signale qu'elle n'est pas absente des préoccupations de penseurs comme Marx, qui, dès le milieu du XIXe siècle, démontre bien que le problème du mode de production capitaliste, c'est qu'il détruit les deux sources de richesse qui existent au niveau de la planète, c'est-à-dire les travailleurs et la terre. Donc là, finalement, Mandeville, il nous amène, c'est les ferments de la société de consommation. Goinfre-toi, consomme, etc. Pense pas au lendemain. Et puis tu vas être un bon citoyen si tu consommes. Ça s'appelle l'hédonisme. Je fais comme les autres, comme ça j'ai rien à me reprocher. T'es un mouton en fait. Voilà. Et on était un peu ça quand même il y a 14 mois. Hein, quand même. Écoutez, moi par rapport à ça, je me méfie du verbe être. Vous faisiez comme ça ne veut pas dire que vous l'étiez profondément. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'être, c'est vraiment l'essence même de l'individu. Et c'est important parce que ça va faire le lien avec la suite. Des gars comme Mandeville, ce sont justement des gens qui vont expliquer que dans le fond, il faut être comme ça. Vous voyez ? On peut très bien se comporter comme étant un consommateur, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'est profondément. Soyons bien clairs.
Je peux très bien essayer de me comporter comme un capitaliste. C'est-à-dire que je vais faire le maximum pour avoir de l'argent, etc. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le mieux à faire dans une société capitaliste, dans le fond, où on pousse à... Mais ça ne veut pas dire que je pense comme un capitaliste, que j'ai envie de l'être. Ça peut vouloir dire que j'accumule cet argent, et cet argent, je vais en faire un instrument de combat pour détruire ce système. Une sorte d'entrisme, en fait. Ou d'un certain point de vue, mais un entrisme qui se veut collectif, certainement pas égoïste. Parce que Jospin, lui, il avait fait de l'entrisme. Oui, c'est un trotskiste. Du Parti Socialiste. Bien sûr. Puis la gamelle était tellement bonne qu'il est devenu socialiste, qu'il est devenu secrétaire général, etc. Il a monté tous les... Oui, tout à fait. Tout à fait, et il y a même, et il en parle lui-même. Il en parle lui-même sur un documentaire qui, pareil, est disponible sur YouTube facilement. Je ne me souviens plus le nom exact, mais ça raconte la vie de Jospin, la première période de 37 à 81, de 1937 à 1981, où il démontre qu'en fait, où il explique, 88 même, pardon, jusqu'en 88, enfin bref, il explique que, eh ben oui, à un moment, il a fréquenté les lambertistes, hein, c'était le mouvement lambertiste. Pourquoi ? Parce que c'était pour lui une source d'épanouissement personnel, ça lui permettait de se confronter intellectuellement. Vous voyez, encore une fois, lui-même, pas dans une démarche collective de transformation du monde. Toujours moi centré sur le... Toujours, central. Donc ça, c'était la première partie, Mandeville, 1714, la fable des abeilles. Pourquoi il a appelé ça la fable des abeilles? Les abeilles, elles sont plutôt à bosser pour le collectif, elles sont pas trop égoïstes. Bien sûr, simplement c'était une métaphore. Enfin, encore une fois, le problème c'est qu'il montrait qu'une abeille, parce que là il faudrait faire la distinction entre l'animal et l'homme. L'homme, c'est ce que disait Rousseau, la différence qu'il dit par rapport à l'animal, c'est que c'est un être qui est constamment perfectible. Je ne dis pas que l'animal ne l'est absolument pas, je dis simplement que l'homme et la femme, évidemment, cela va de soi, est un être constamment perfectible, qui va toujours chercher à améliorer les choses pour aller justement dans le sens du bonheur, du bien commun, etc. C'est la différence avec l'animal qui est l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille, certes, elle bosse pour un collectif, mais enfin l'abeille, elle n'est pas animée par cette même conscience collective dans l'absolu. Elle a un réflexe animal de survie également. Et oui. On est un peu fatigué. Problème. Je comprends. Hein, donc, l'égoïste, il va satisfaire son amour-propre, il va jouir sans entrave, il ne faut pas de contrainte. La contrainte est inacceptable. Oui. Il faut la liberté absolue. À tel point que c'est ce qu'on a appelé la révolution des 3D dans les années 80. Je fais le parallèle. 1780 ou 1900, 1980. Mais c'est une application des principes de Mandeville et de Smith. La déréglementation. La déréglementation, on va enlever tous les règlements, c'est inacceptable. La désintermédiation. La désintermédiation, c'était l'idée que les banques, de plus en plus, il fallait qu'elles puissent directement se financer auprès des marchés financiers s'il le faut, et même le consommateur pouvait aller directement auprès des marchés financiers pour aller récupérer de l'argent. C'est super. Jouer à la bourse, en fait, c'est ça, c'est tous les trucs Fortunéo, là. Oui, voilà. D'accord. Oui. Donc le nombre de mecs qui ont été en faillite dans les années 2000. Mais évidemment. Voilà. J'ai oublié le 3e D là, tant que j'y pense, mais j'insiste sur cette idée de déréglementation, de désintermédiation qui s'est opérée dans les années 1980, à partir du début des années 80. Pourquoi ? Au nom de la liberté de l'individu. En fait, pas de l'individu. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, ce que tu nous fais. Là. Parce qu'il faut satisfaire sa propre volonté, son amour propre, son égoïsme. Donc, grosso modo, tu es en train de nous dire que Mandeville, il justifie l'esclavagisme ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, très clairement, l'égoïsme est tel que si on veut satisfaire son intérêt particulier, sa volonté, si j'étais taquin, je dirais le triomphe de la volonté, c'est une parenthèse historique, eh bien, ce qui est sûr, c'est que... Sur tes références, citoyen. Oui, tu verras, je pourrai en reparler. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les penseurs libéraux ont tout à fait justifié l'esclavagisme. Et la démonstration a été apportée de manière spectaculaire, notamment par un historien et philosophe italien qui est décédé il y a 2 ans, et qui s'appelle Domenico Losurdo, L-O-S-U-R-D-O. Et j'invite les auditeurs à s'intéresser à un ouvrage qui s'appelle « Contre-histoire du libéralisme ». Contre-histoire du libéralisme, où il démontre que des John Locke était l'un des grands pères, mais sans tirer, l'un des pères du libéralisme,
et qui était en même temps membre d'une société esclavagiste. Pourquoi? Parce que ce libéralisme ne devait s'appliquer qu'à qui, dans le fond? Cette idée de liberté, etc. Que pour ce que Losurdo a appelé le peuple des seigneurs, le Ehrenvolk, ceux qui sont dignes d'être libres. Parce que ce n'est certainement pas les esclaves africains qui méritaient d'être libres. Ni les gueux de la campagne française. Non, absolument pas. Et pas les ouvriers britanniques, pas même les Irlandais, qui ont été une colonie du royaume de la Grande-Bretagne pendant très longtemps. Et ça s'appelle comment cette Heron quoi? Ehrenvolk, c'est en fait le peuple. Ça sent l'allemand là. C'est l'allemand. D'accord. Je rappelle que les Britanniques sont des anglo-saxons. Mais il n'y a pas les bases de l'eugénisme là, les bases du nazisme et tout ça dans cette vision des choses? Ah bah c'est évident, et d'ailleurs à tel point que je pourrais même vous lire un extrait qui est très rarement, curieusement évoqué en cours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les nazis connaissaient très bien l'exemple américain, l'exemple des États-Unis, qui avaient relégué les esclaves noirs, et puis même tous les Indiens, etc., comme étant des sous-hommes. Et c'est ce même Domenico Losurdo qui s'est beaucoup intéressé. Et d'ailleurs, si je prends un seul exemple, il y avait Goebbels et puis il y avait Alfred Rosenberg, le théoricien du racisme et du nazisme donc en Allemagne dans les années 30. Alors Goebbels, oui, c'était la propagande. C'était la propagande. D'accord. Alors cela étant, oui, c'était l'un des théoriciens. Et il s'inspire du modèle des États-Unis. Je suis en train de chercher pour les auditeurs. Ultralibéral, c'est ça? Mais pour la race des seigneurs, c'est ça? Écoutez, c'est très simple. Je vais me permettre de vous lire un extrait, parce que, je répète, là, ce que je fais, ce sont des cours que je donne. Ce sont des cours que je donne pour essayer de... Mais à quel niveau? Parce que là, c'est quand même un bon niveau, là, quand même. Des élèves de première ou de terminale. Ouais. Parce qu'ils sont capables de réfléchir, en fait, comme quoi, voilà. Alors, Losurdo, qui a publié un ouvrage qui s'appelle, un article, pardon, qui s'appelle Pour une critique de la catégorie de totalitarisme. Il a publié cet article pour une critique de la catégorie de totalitarisme en 2004. Donc ça fait plus de 15 ans. Et donc il veut critiquer le concept qui est tant mis en avant dans les programmes de totalitarisme. Et puis il commence à expliquer, il s'intéresse au nazisme. Et puis il commence à regarder, mais dans le fond, quels étaient à ce moment pour les modèles possibles d'état racial pour l'état nazi. L'état nazi qui considère les juifs sont même pas une race, une sous-race, du genre humain, et puis les noirs sont une sous-race, les slaves ce sont des slaves, si j'ose dire, des esclaves. Et voilà ce que dit Losurdo à juste titre, il dit plus encore qu'à l'Afrique du Sud, la pensée va en premier lieu vers le sud des États-Unis. Va vers le sud des États-Unis, pourquoi? Parce que c'est ce que dit Rosenberg, qui se réclamait au départ clairement de l'Afrique du Sud. Il explique que la question noire est aux États-Unis au centre de toutes les questions décisives. Les États-Unis sont un pays qui se sont construits sur l'esclavagisme racialiste, suprémaciste, dont on entend parler encore aujourd'hui, par rapport aux Noirs. Et c'est donc le point de référence de Rosenberg qui considère que c'est le splendide pays du futur, les États-Unis. Le splendide pays du futur avec une idée nouvelle d'un État racial. Et donc l'Allemagne doit suivre cet exemple. Et d'ailleurs, on l'a suivi, si j'ose dire. Donc là, tu es en train de nous dire que le libéralisme, finalement, est associé avec une vision raciale des choses, une vision élitiste d'une partie du peuple, donc finalement oligarchique, ce qu'on retrouve actuellement. Hiérarchisé. Le haut de la pyramide, où les mecs, vraiment, ils te méprisent le bas de la pyramide. C'est Attali qui nous méprise complètement. Oui. C'est Macron, ces gens de rien dans les gares, etc. C'est marrant comment tu as réussi à nous montrer, d'un point de vue historique, la proximité de cette vision à la fois libérale et puis de racisme, soit de racisme de classe ou de racisme de couleur, de peau, etc. Mais de hiérarchisation, d'inégalité. D'inégalité entre les hommes. Tout à fait. Et alors, là, ça nous fait passer la deuxième partie, Smith, 1776, c'est un Écossais. Alors, lui, il a dit, grosso modo, tu me dis si je me trompe, en tant qu'humain, ce qui te guide, c'est ton intérêt personnel, ton égoïsme. Il a été plus loin que Mandeville, il a une vision un peu plus naturaliste, en fait, de la société. Alors, d'un certain point de vue, effectivement. D'abord, il prolonge, en fait. Il prolonge la pensée de Mandeville. Smith, il a écrit pas mal d'ouvrages. Le plus célèbre, c'est celui de 1776, c'est pour ça que tu as cité cette date à juste titre. Le diminutif de l'ouvrage publié en 1776, c'est La richesse des nations. En gros, pour faire simple, c'est la Bible des libéraux.
hein, pour faire simple. Il ne jure que par ça. Et je me permets juste de citer un des extraits de cet ouvrage. Ce n'est pas de la bienveillance, vous voyez, la bienveillance, du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils portent à leur intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur sens de l'humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Donc en fait, il prolonge Mandeville. On pourrait dire, d'un certain point de vue, c'est pas faux. Je veux dire, le boulanger, la première chose qu'il veut faire, a priori, quand même, c'est pouvoir vendre son pain. Sauf que Smith, ça va au-delà de ça. Un des grands amis de Smith de l'époque, qui est effectivement écossais, du XVIIIe siècle, il faut l'avoir en tête, avec toujours cette idée de l'affirmation de l'homme, etc. Un des grands amis de Smith, c'est David Hume, H-U-M-E. Hume est un physicien. Et c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que Hume, c'est quelqu'un qui veut expliquer la nature. Comment? Par des lois générales, qui vont permettre de comprendre comment évolue la nature, je sais pas, hein, que ce soit les arbres, etc. Des lois mathématiques, par exemple? C'est important, mathématiques. D'accord. Sauf que va faire Smith? Il va vouloir transposer ce que fait Hume par la nature au niveau des hommes, c'est-à-dire formuler des lois mathématiques pour les êtres humains, en expliquant que, par définition, les êtres humains se comportent avant tout mus par quoi? Guidés par quoi? Par leur intérêt égoïste, ce qu'on appelle autrement en économie l'homo economicus. L'homo economicus, c'est-à-dire que l'homme, il pense avant tout à son intérêt à lui, à son amour-propre, il est donc fondamentalement égoïste. Et ça va être imposé comme étant une loi générale universelle, c'est un mot qu'on entend en ce moment à la télé, d'explication du comportement humain. Comme si l'homme ne pouvait pas être en réalité guidé par d'autres intérêts. Non, ce qui prédomine avant tout, c'est l'égoïsme. Et c'est fondamental parce que c'est à partir de là que va se construire toute la théorie libérale qui veut que l'homme est avant tout un égoïste, etc. Et par la suite, ça va déboucher sur une autre théorie qu'on appelle l'utilitarisme, qui est celle que l'homme, avant tout, il va agir pour sa propre utilité. C'est un autre Britannique qui s'appelle John Stuart Mill, M-I-2-L, qui va finalement théoriser cet élément dont on vient de parler là. Alors, c'est-à-dire que quand tu regardes la télé, que tu regardes les pubs surtout, tu as beaucoup de mise en valeur de l'ego. Oui. Tu vois, il a la grosse bagnole, il aura la femme. Tu sais, c'était une pub Audi dans les années 90. Ouais. Non, parce qu'il a une grosse voiture, parce qu'il a un petit kiki, le monsieur, donc tu vois, il est obligé de compenser. Ah oui, mais, faut bien. non, mais on l'a vu, ça, à la boulange, des mecs qui arrivaient avec des bagnoles énormes, tu vois, et qui se posaient, ils se prenaient juste un petit café, on se demandait si le mec, il n'avait pas fait des crédits, tu vois, pour se payer la bagnole. Et tu vois, il paradait avec son énorme bagnole, moi. Et nous, on était gilets jaunes, tu vois, et on disait, mais le mec, il se trompe de combat, là, tu vois, il est en train de jouer le pan et parader avec ses plumes, mais on s'en branle. Si tu regardes tous les trucs, Instagram, Snapchat, toutes les mises, tu vois, avec les trucs duckface, les bouches de canard. Oui, c'est ça. Parce que c'est un symbole, on va dire, fictif de réussite aussi. Moi, je vois dans le milieu du commerce, dès qu'un commerçant réussit, etc., il va aller s'acheter l'Audi ou le Porsche Cayenne ou ce que tu veux, peu importe, je ne vais pas faire de pub à tout ça, mais pour eux, ça représente en fait, leur réussite sociale. C'est l'impression que j'ai, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate dans la société. C'est on est dans un hédonisme. En économie, on appelle ça l'effet Veblen, V-E-B-L-E-N. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, ce que l'on raconte en économie, c'est que plus on fabrique un produit, plus son prix baisse. Bon, ça c'est le truc classique, ce qui est plutôt vrai hein, dans l'absolu. Sauf qu'il existe un autre phénomène qui est donc l'effet Veblen, qui consiste à dire que parce qu'elle veut se démarquer des gueux notamment, l'aristocratie, ou même tout simplement la bourgeoisie, elle va vouloir consommer des produits qui font qu'elle appartient à une catégorie sociale. Aller jouer au golf par exemple. Le sac Vuitton. Voilà. D'accord. Et dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Essayer d'agripper la classe supérieure. Et la classe moyenne va chercher c'est l'effet Veblen, va chercher à imiter, parce qu'elle, effectivement, statutairement parlant, elle peut soit descendre ce qu'elle veut pas, soit monter ce qu'elle souhaite, sachant qu'en haut on n'en veut pas forcément, parce que c'est pas les mêmes coutumes, les mêmes mœurs. Par conséquent, elle essaye d'imiter. C'est l'effet Veblen, c'est-à-dire qu'on est prêt à acheter un produit qui coûte une somme faramineuse et qui est absurde dans l'absolu, mais juste pour donner une impression de réussite sociale. Donc c'était un moment, tu sais, avec les sacs Vuitton, il y a eu tout un trafic de faux sacs Vuitton, bah oui. où les nanas, alors que la nana était caissière, mais elle se la pétait avec son sac Vuitton. Oui, puis les lunettes, et puis
Mais encore une fois, ça peut être aussi un message qui signifie je veux sortir de ma condition difficile. Aussi, ouais. Il faut aussi le voir, pas positivement si j'ose dire, mais comment dire. Bien sûr, je suis d'accord sur le principe, moi aussi, l'effet Veblen, je sais très bien ce que ça signifie. Mais il faut bien comprendre que ça part aussi d'une volonté de personnes qui parfois sont vraiment en difficulté, en galère, et qui ne comprennent pas que leur intérêt, c'est pas de faire l'effet Veblen, mais plutôt l'insurrection, comme c'est le cas donc au niveau des Gilets jaunes, et ben, leur seul moyen de survie, entre guillemets, si on peut appeler ça de la survie, c'est de dire « moi aussi je réussis au moins symboliquement », alors que c'est pas le cas dans le fond. La flambe. Ouais. Toi, si tu avais eu les moyens, je sais pas si tu as les moyens, puis tu sais, en France, on parle pas de pognon, c'est tabou, mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu aurais les moyens, tu achèterais la grosse Audi ou le gros Cayenne? Ben, je vais te dire, sincèrement, j'ai eu les moyens à une époque et j'ai acheté un fourgon. ça te servait au moins. C'était utile. Je dormais avec ma famille en vacances, je dormais même dans le fourgon. Donc, oui. Non, j'ai pas été éduqué dans ce sens de vouloir atteindre la classe supérieure. Moi, c'était plutôt dans le bien commun. Et puis. Et c'est peut-être aussi une sorte d'empathie en même temps, je sais pas. Empathie, c'est un mot important. Mais tout à l'heure, tu critiquais la religion comme intermédiaire entre l'homme et puis la religion. La religion. Mais dans la religion, par exemple, catholique, le fait de cramer, etc., tu vois, l'argent, c'est sale. Enfin, tu vois, oui, contre l'usure, bien sûr. Mais ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois, on a des potes, ils pourraient se payer des belles bagnoles, mais les mecs, ils préfèrent se prendre des vieilles Volvo de 200 000 km, tu vois, 300 000, 400 000 km. Mais au moins, tu vois, bon, bah, c'est des chars, mais ils sont contents, tu vois, ils ont lâché 1500 balles. Ils sont pas dans le... Tu vois, à se taper une Clio, 3 planches. Les motos, c'est pareil, le plaisir des vieilles motos, le plaisir des vieilles voitures, sans que ça soit collection, mais on peut y trouver son compte. Il ne faut pas oublier que, puisque tu parles de religion, du moins dans le message religieux qui est envoyé, il y a l'idée que nous sommes tous frères, il y a une idée de fraternité. Et il ne faut pas oublier qu'un des adjectifs qui s'accole à l'Église, et encore, hein, là je parle même d'un point de vue institutionnel, pourtant il y aurait des choses à dire, mais passons, c'est le terme d'ecclésia, c'est-à-dire d'assemblée, celle où se réunissent l'ensemble, finalement, des croyants. Et encore une fois, sur la religion, il y aurait beaucoup à dire. Marx disait à ce sujet, à juste titre, que l'institution, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple, c'est dans le sens institutionnel. Mais la foi, la croyance dans quelque chose métaphysique, d'un certain point de vue, qui puisse dépasser la simple condition de l'homme animal ou de l'homme égoïste, en soi, Marx n'a jamais été fermé contre ça. Et puis d'ailleurs, je signale que Thorez, il tend la main en 1936 aux catholiques. Il leur dit clairement, quelle que soit la croyance que vous avez concernant un monde meilleur, un avenir après la mort, mais on est sur Terre, on se bat ensemble. Voilà. On précise que tu es marxiste. Hein. Léniniste aussi, disons-le clairement. Quelle est la différence entre la pensée marxiste et la pensée léniniste, juste en aparté, là, pour un peu préciser? En aparté, la différence. En fait, Lénine complète les analyses de Marx, avec toujours quand même un socle fondamental. Le socle fondamental, c'est qu'il y a une analyse de l'histoire, du présent aussi, parce que ce sont des penseurs, et pas que des penseurs, des politiques qui sont dans la praxis, c'est-à-dire la pratique concrète des choses, qui repose sur ce qu'on appelle d'abord, d'une part, le matérialisme. Il considère que c'est la base de la société, le matérialisme, et ce qui est le cas, hein, les éléments matériels, l'argent, les biens, le capital, tout ça, mais dans une perspective, d'une part, d'affrontement entre deux camps, dont on a déjà parlé. Eux, ils appellent ce qu'on appelle la lutte des classes, le prolétariat contre la bourgeoisie. Historiquement, ça peut être le servage contre les seigneurs, etc. Et dans une approche dite dialectique. C'est-à-dire que les oppositions peuvent être complémentaires, peuvent se compléter, en tout cas se nourrissent. Et c'est comme ça qu'avance une société. Elle n'avance pas en ligne droite, une société. Elle avance parce qu'il y a des contradictions qui fait qu'il peut avoir des retours sur des acquis, et puis tout à coup un saut révolutionnaire incroyable, mais qui en lui-même peut comporter justement des germes de réaction. C'est ça le principe de la dialectique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une logique de combat, de lutte permanente pour faire triompher un jour, j'espère, le camp de ceux qui ne possèdent que leur force de travail. C'est important. Eux, ils parlent de ceux qui possèdent leur force de travail. Le prolétariat, c'est ça. C'est quoi la force de travail? C'est les bras, les jambes, la tête. Voilà, pas plus. Et l'importance du service public pour eux. Parce que pour les hommes qui ne possèdent rien, ton seul patrimoine, c'est le service public. Ça, on en avait discuté avec
Fermière la dernière fois. C'est la base de la socialisation qu'ils appellent de leur vœu, parce qu'effectivement, pourquoi ils parlent de nationalisation Lénine, qu'est-ce qu'il a fait quand il arrive au pouvoir en Russie? Nationalisation des grandes banques, nationalisation du commerce extérieur, nationalisation de la monnaie, tout ce qui justement était à la base d'un changement politique possible. Et puis la création justement de ce qu'on appelle des conseils, qu'on traduit autrement de soviets, comme vous voulez, mais en tout cas qui permettent aux ouvriers, etc., d'avoir un vrai pouvoir de décision dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises. Parce que sinon, effectivement, vous resterez esclave. Ça nous amène à la troisième partie, la victoire du libéralisme économique à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Ouais. Alors, par rapport à ça, pour bien comprendre, en fait, ça avait déjà commencé un peu avant. En réalité, le libéralisme a été mis en pratique même avant la théorisation par Mandeville et Smith, et notamment au moment du pillage, de l'exploitation, de la colonisation du continent américain. Où là, en fait, ce qu'on fait Smith, je vous donne une anecdote, Smith, quand il a écrit son ouvrage, il savait qu'il y avait eu la colonisation, l'exploitation et même l'extermination des Indiens en Amérique. Il en dit mot, il n'en dit rien, il le sait parfaitement. C'est pas des hommes pour lui. Si. Honnêtement, je ne sais pas, une chose est sûre, je pense que non, globalement. Parce que pour la plupart des libéraux, de toute façon, c'était des êtres inférieurs, quoi qu'il arrive. Vous savez qu'il y a eu un fameux débat au XVIe siècle pour savoir si les Indiens étaient des animaux ou étaient des êtres humains. Voilà. Et oui, ça c'était le fameux débat qui tournait autour de Las Casas et Sepúlveda en Espagne au milieu du XVIe siècle. Et Sepúlveda, qui était membre de l'Église, comme Las Casas d'ailleurs, Sepúlveda disait non, ce sont pas des êtres humains, on peut les traiter comme esclaves. Et d'ailleurs, comme Las Casas, lui, avait défendu l'aspect humain, l'humanité des Indiens, ce qui s'est passé, c'est que justement, à partir du milieu du XVIe siècle, l'Espagne a arrêté l'esclavagisme des Indiens. Il fallait trouver un substitut. Ça tombe bien. Les Africains, eux, plus proches de l'état du singe, finalement, selon eux, ils pouvaient être considérés comme des esclaves. Donc ça explique pourquoi, après, il y a eu toutes ces déportations d'esclaves africains vers le continent américain. Mais revenons à ce qu'on disait. Parce que le libéralisme, il naît dans ce contexte. Et ce qui est vrai, c'est qu'après la Révolution française, notamment, porté essentiellement par le Royaume-Uni, mais pas que, il va devenir la doctrine essentielle qui va gagner progressivement le continent européen et pas que. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le libéralisme s'impose profondément. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle l'industrialisation. Pendant longtemps, on parlait de révolution industrielle, c'est mieux de parler d'industrialisation. En tout cas, le développement d'une industrie où, qu'est-ce qu'on fait ? On arrache les gueux, les ruraux, les paysans de leurs terres, on les envoie dans des usines, d'accord ? Et alors, chose intéressante, je vais vous donner une petite anecdote politique, et pas que. Où dorment-ils tous ces gueux transformés en ouvriers ? Ils dorment à côté de leur usine. On fait les lotissements de l'époque. À côté des mines, les corons. Tout à fait. Et puis il y a les chemins de fer qui vont comme ça permettre de pouvoir exporter les marchandises. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en 2008, je dis bien en 2008, un certain Serge Dassault, qui était encore vivant à l'époque et qui était membre de l'UMP, avait été interviewé, ça se retrouve sans problème sur Internet. CNews, à l'époque, ça s'appelait iTélé. Et à un moment donné, le gars qui s'appelait Jean-Jérôme Bertolus, le journaliste, on peut appeler ça un journaliste, l'interrogeait, et il dit, et puis donc, Dassault dit, oui, vous savez, le problème, en France, on n'est pas assez compétitif, on ne travaille pas assez, bon. Et puis, il prend l'exemple de la Chine. Il commence à dire, regardez en Chine, là-bas, ils dorment sur place, ils dorment dans les usines, etc. Et Bertolus commence à dire à Dassault, non mais attendez, Serge Dassault quand même là, c'est pas ce que vous voulez pour les travailleurs français, etc. Et l'autre, il fait... ce que je dis, c'est qu'en Chine, ils travaillent davantage. Ils dorment sur leur lieu de travail, quoi. Voilà. Il faut avoir conscience que dans la logique libérale, la volonté générale qui est sanctionnée par des lois au niveau du cadre, en l'occurrence national, parce que c'est le cadre souverain, est incompatible avec la logique profonde égoïste qui est celle de la recherche permanente du profit. Voilà, c'est très simple. Mais là, cette explosion du libéralisme et puis son succès, il y a eu pas mal d'auteurs qui ont écrit là-dessus, qui nous l'ont fait vivre, on les a lus. Mais ça a aussi impacté des révoltes, des révolutions, enfin des tentatives de révolution, comme la Commune de Paris. Alors, avec le drapeau rouge, que tu as tellement à cœur. Et tricolore, les deux à la fois.
Que tu as derrière toi, Bien d'ailleurs. sûr, les deux Ce à n'est la pas le fois. drapeau polonais derrière, il y a Non, du non, bleu, il y a bien du sûr. bleu quelque part. C'est un polonais rouge. Non, c'est les deux à la fois. Ah, c'est les deux à la fois. Et alors là, il faut en avoir conscience parce que la commune, c'est un mouvement qui se veut à la fois, alors socialiste, c'est vrai, parce qu'il y a des, tu l'as dit, à juste titre, il y a des anarchistes. On a beaucoup retenu le nom de Louise Michel, etc. C'est un. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce qu'on se fait plaisir avec la petite citation de Louise Michel? Ah, vas-y, sors-la. Ah bah non, c'est le collègue, il la connaît mieux Allez, que moi, vas-y, vas-y. sors-la. Alors, Louise Michel, en revenant du bagne en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, Nouvelle-Calédonie, il y a Oui. un gros groupement de gilets jaunes et c'est un pays qui a été très, très, très impacté par la colonisation. Il faut en parler parce que je connais un peu la Nouvelle-Calédonie. Mhm. Et bonjour à la Nouvelle-Calédonie. En sortant du bagne, il n'y a eu qu'un seul regret, si je me souviens bien du texte, Sur la commune de Paris. Hein. sur la commune de Paris. Mhm. C'était, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir mis le pieu au cœur de la finance. Donc planter le pieu Dans le cœur du dans vampire. le cœur du vampire. Deux points. Deux points, la finance. Excusez-moi, j'ai inversé. Donc voilà, c'est important de dire ça. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, oui. Déjà à l'époque. Évidemment, mais vous savez, puisqu'on parle de cela, Il y a 150 ans. Il y a 150 ans. écoute, Ouais. mais il l'avait compris. Et c'est marrant, tu sais qu'on est avec les syndicalistes. Hein. On n'avait Oui. pas Internet. Hein. Tu vois, et on leur met les pancartes, tu vois. Louise Michel, tu vois, avec les banderoles. Il y a des gars qui bug. Il faut, mais ouais, putain, merde. Mais oui, puis alors, ils nous prennent en photo, alors ils sont contents. Mais les gars, ça n'a pas changé, ça s'est juste empiré depuis 150 ans. Ben oui. Et je vais même aller, pour aller dans le sens de ce que tu as dit, j'aimerais vous citer un autre acteur majeur de la commune qui d'ailleurs était présent dans la révolution de 1848, au moment des ateliers nationaux. Il s'appelle Gustave, c'est son prénom. Le nom de famille est déjà très intéressant. Gustave Lefrançais. Je vous assure, il s'appelle comme ça. Il a été élu de la commune. Alors c'est la coïncidence qu'il s'appelle Lefrançais. Mais c'est quand même important de l'avoir en tête, notamment pour ceux qui ignorent que être français, c'est aussi être révolutionnaire. Mais passons. Et voilà ce qu'il proclamait le 30 avril 1871, Gustave Lefrançais, communard. Aujourd'hui, citoyen, donc il s'adresse à l'ensemble de ceux qui défendent la commune. Vous venez au nom de la France entière, dont vous êtes les représentants départementaux, faire acte d'adhésion à la commune. Il faut enfin que Versailles le sache. Donc vous voyez, on retrouve le match Paris-Versailles de 1789. Hein. C'est pas la course cycliste hein, ou la course tout court. Il faut enfin que Versailles le sache. La commune de Paris n'est pas seulement l'expression des volontés d'un groupe, d'un parti parisien. La commune de Paris, reprenant les grandes traditions de 93, représente la Révolution française tout entière. La commune de Paris représente le bon droit et tous les principes de 1789 à 1794. C'est la reprise du grand mouvement interrompu le 9 Thermidor. Interrompu le 9 Thermidor parce que le 9 Thermidor, c'est le jour de l'arrestation d'un certain Robespierre, ainsi que de ses camarades Saint-Just, Couthon et d'autres, ceux qui œuvraient pour le bien public, pour le bonheur commun, tout simplement. C'est la consécration sociale du mouvement affirmé en 1789. Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de l'émancipation d'une classe particulière, mais de celle du peuple français, des travailleurs du monde entier. Ah bah c'est beau. Hein. C'est complètement d'actualité. Oui. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que il y a eu ces compromissions. C'est qu'on est passé du syndicalisme révolutionnaire au syndicalisme de négociation. Les partenaires sociaux, on danse ensemble. Les partenaires On sociaux. danse ensemble pour se coucher à la fin. Donc partenaires sociaux, je rappelle que l'expression, parce que là aussi il faut mettre clairement les mots sur les choses, ou plutôt les choses sur les mots en l'occurrence. Ce qu'on appelle partenaires sociaux, c'est l'idée qu'il y aurait des syndicats qui dialogueraient socialement avec le patronat. C'est ça les Et partenaires comment tu sociaux. dialogues avec ton mais ennemi je quand, rappelle. quand l'État Je- n'est que la projection des intérêts oligarchiques? J'en sais rien. Alors l'État serait un arbitre neutre. Je dis bien serait, on est bien d'accord. Mais il y a l'idée que les partenaires que sont... Donc déjà, le patronat serait partenaire des syndicats. Socialement, il faut me démontrer comment. Donc le MEDEF, partenaire des syndicats. Tu as dit avec la CFDT, du moins avec Laurent Berger, on Oh, est oui, sûr oui, que oui. oui. Hein, la question ne se pose même pas. C'est même plus partenaire à ce niveau-là, c'est ami. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'idée qu'il y aurait un dialogue Ouais. social
Et l'État serait l'arbitre? L'arbitre neutre, le garant du bon fonctionnement du débat. Mais alors là, c'est l'Ancien Régime finalement. On remplace l'État par le roi et on demande au roi, dans la guerre des farines, tu connais l'épisode, où il y avait sous la pression de libéraux, de ministres libéraux, on libéralise le commerce des farines. Oui, tout à fait. Donc les marchands, les spéculateurs, voilà. Les spécules. Ton égoïsme. Essaye de gratter au maximum. Si tu peux faire 10 de marge au lieu de 2, tu vas plutôt faire 10. Et puis surtout qu'il n'y a pas la police du roi, la police des grains, tu vois, pour mettre un terme à ça. Donc ça y est, on laisse crever cette ville-là. Par contre, on stocke le grain et puis on va le vendre. Là, on peut le vendre plus cher. Oui. Et alors là c'était la guerre des farines, où c'était avant tout des femmes. Un petit peu comme dans les Gilets jaunes, où les femmes, elles ont fait non. Il n'y a pas eu de pillage, mais elles ont simplement mis la main sur les spéculateurs. Oui. Qui, je rappelle, ainsi que les accapareurs, étaient passibles de 1993. Parce que justement, et c'est pour ça qu'a été mise en œuvre, a été appliquée ce qu'on appelait la loi sur le maximum par le gouvernement le comité de salut public, au sein duquel se trouvait notamment un certain Robespierre. Et la loi du maximum, c'était très clair. On ne pouvait pas s'amuser à vendre le pain au-dessus d'un certain prix. Mais ça, attends, excuse-moi, juste de revenir, parce qu'il y a aussi l'Ancien Régime. Oui. Là, le roi Louis XVI, qui était censé être un arbitre. Oui, censé. Et qui devait protéger son peuple contre tous les abus, donc les abus des grands seigneurs, des grands féodaux. Il y a même eu des guerres contre les grands féodaux, etc. Oui. Il était censé contre les marchands, les spéculateurs, etc. Bon, lui, ce qu'il a fait à la fin de la guerre des farines, il a pendu. Il a pendu des femmes et des hommes. Et c'est là que le Louis XVI... violence, on n'en parle jamais. Non, mais le Louis XVI, là, il a perdu sa légitimité. Oui. Il était peut-être encore légal parce qu'il était le roi, mais il n'était plus l'arbitre, l'arbitre, le protecteur en fait du peuple, puisqu'il avait pendu des justiciers. Oui. Il avait pendu des Robins des Bois. Oui. C'est la guerre des farines. Mario Sigo l'explique très bien dans ses vidéos. Cela dit, c'est pas, dans l'absolu, c'était même pas nouveau sous Louis XVI. Sauf que ça arrive à un moment où il va aller faire la guerre en Amérique, parce que soi-disant pour les libertés, je sais pas quoi. Donc ça coûte des sommes astronomiques. La reine s'amuse à la cour. La conjoncture fait qu'il y a un problème de récolte à l'hiver 1788-89, quand on passe à l'année 1789. Les salaires sont très bas. Il y a encore la population, pas toute, mais une partie de la population qui souffre de la faim. Bon voilà. Et puis, il manque d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est imposer au départ la noblesse. Ah ouais, mais la noblesse, elle veut pas. Elle veut pas. Parce que la noblesse dit, attendez, c'est nous qui sommes le pilier aussi de votre monarchie. Donc si vous nous ponctionnez, comprenez bien qu'on ne va pas être content. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. Il faut convoquer les États généraux. Alors quand on convoque les États généraux, on va permettre aux tiers États de pouvoir s'exprimer, certes par le biais essentiellement de représentants bourgeois, parce qu'ils étaient tous bourgeois, mais voilà, c'est là où on trouve les revendications. Les revendications qu'on a appelées les doléances. C'est un peu la même chose qui s'est passé d'ailleurs en décembre 2018, enfin à partir du 17 novembre 2018. Ça continue à bien s'amuser à la cour. La cour, elle s'amuse toujours. Tant qu'elle ne tombe pas, elle s'amuse. Alors, Jules Ferry, Poincaré, est-ce que tu peux nous parler d'eux? C'est des personnages importants, la Troisième République. Alors, il y a quand on va à l'école... on a l'objectif, le premier devoir d'une république est de faire des républicains. C'était dit déjà à l'époque de Jules Ferry. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains. Donc on va enseigner toute une mythologie autour de la république, comme s'il y avait une seule république, aussi bien institutionnelle que autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que la république, évidemment, elle va créer des républicains, elle va diffuser ce qu'on peut appeler une propagande pour adhérer aux idéaux républicains, dans l'absolu, qui peuvent être d'ailleurs, et qui le sont pour certains, très positifs, mais en même temps, elle va en profiter pour diffuser certaines idées, comme le libéralisme, par exemple, sur le plan économique. Tu parles des hussards noirs de la République, où tous les élèves étaient en tablier, en blouse, c'est l'image... c'est pas les choristes, tu vois, c'est avant les choristes, mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. Mais c'est une opération de dressage, de toute façon, il suffit... Avec un ennemi, c'était l'Allemagne. Évidemment, parce qu'il faut bien comprendre que la République va épouser le discours nationaliste. Et d'ailleurs, vous savez, je pourrais vous lire le programme de Jules Ferry, parce qu'on parlait de Jules Ferry, sur l'enseignement obligatoire de 1882.
L'article 1er précise la chose suivante. L'enseignement primaire comprend, et ce qui est intéressant, c'est la liste des disciplines et surtout l'ordre. La première matière, vous savez ce que c'est? L'instruction morale et civique. Aujourd'hui, ça s'appelle l'enseignement moral et civique. Ça a été ressorti par Najat Vallaud-Belkacem en 2015 à la suite des attentats qui ont touché la France et qui a voulu expliquer à l'époque que, oulala, il faut vraiment que les jeunes Français aient des valeurs morales, etc. Bon, c'est simple, ça date de Jules Ferry depuis au moins 1882. Mais attends, ça, on fait un mélange entre éducation et enseignement. Éducation, il y a des valeurs, normalement ça vient de la famille. Ah oui, mais à l'époque... Et instruction, enfin tu vois l'instruction, qu'est-ce qu'on demande à l'école? Que tes chose. gamins, ils sachent lire, écrire, compter, et ça proprement, sans faire des tâches sur le cahier. On va pas se contenter de ça. Ce serait trop simple. Alors les enfants, ils appartiennent plus à leurs parents, il faut qu'ils appartiennent à la République, c'est ça? Qui c'est qui avait sorti ça? Un franc-maçon, je crois. Alors attention, soyons clairs par rapport à ça. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui est vrai, c'est que les révolutionnaires... Tu vois où on veut t'amener en fait. Je vois très bien, mais il faut être très clair. Les révolutionnaires, notamment les Jacobins, c'est vrai, avaient l'idée d'arracher les enfants à leurs parents dès l'âge de 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que le risque qu'il y avait avec des parents qui, eux, n'étaient pas encore républicains, et comprenons bien républicains à l'époque, ça veut dire anti-monarchiste, parce que la monarchie est assimilée à la contre-révolution en 1789. C'est tout ça, en fait. Mais quelle monarchie? La monarchie de robe ou la monarchie d'épée? Au départ, c'était la monarchie absolue. Oui, mais la monarchie d'épée, les seigneurs qui protégeaient leurs gueux, donc qui les protégeaient, et puis... protéger les gueux, mais attends, qui étaient aussi parrains, des enfants, etc. Oui. Mais je te parle pas, moi, de la monarchie de robe à la Voltaire, où là, c'est déjà du libéralisme, en fait. C'est le faux-né du libéralisme. Ah oui, mais c'est ça, en 1789. Non, mais quand tu parles de monarchie, c'est de quelle monarchie? Moi, je te parle essentiellement de cette monarchie dont tu parles, mais qui, quoi qu'on en dise, à un moment donné, était approuvée par l'aristocratie également, qui perdait son pouvoir en 1789. Et qui était décadente. Et oui. Et donc, les révolutionnaires, faisons simple. Je vais prendre un exemple très simple et... assez spectaculaire, si j'ose dire. La famille de Louis XVI, Marie-Antoinette, ils ont vu leurs enfants leur être arrachés. Du moins, le jeune Charles, il a été arraché et confié, alors ça s'est pas forcément très bien passé, je le reconnais, mais il a été confié à l'éducation d'un citoyen dénommé Simon, qui était cordonnier à Paris. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était de lui arracher, de lui extirper les idées monarchistes qui, en tant que membre de la famille royale, ne pouvaient être qu'absolues. Pour en faire quoi? Un républicain. C'était ça l'idée, en fait. Mais ça nous amène finalement à la méritocratie. Oui. Tu as deux visions de la méritocratie. Qui dit méritocratie dit hiérarchie. La méritocratie, normalement, en tant que gilet jaune, tu as bien compris que quand on fait des OP, il y a une hiérarchie. Parce qu'il y a des gars qui peuvent être des anciens militaires, qui ont l'habitude et puis qui ont testé, et puis eux ça marche, tu vois. Il n'y a pas eu d'arrêté, il n'y a pas eu d'accident, tout le monde met bien son léger. Tu vois, puis tout le monde est content, tu vois. Puis il y a des mecs qui, moi je, tu le fais, puis c'est merdique, tu vois. Donc on dit, on préfère, tu vois, suivre toi. Tu vois, c'est des trucs empiriques, tu vois. On a mis quand même des mois et des mois là-dessus. Bon, l'affaire, c'est que qui dit méritocratie, c'est au mérite, mais le mérite, c'est quoi? C'est au travail. Le travail. C'est au travail. Mais bien sûr. C'est au travail. C'est cette méritocratie. C'est du travail et du mérite. C'est-à-dire que tu as du temps, tu te donnes à fond, tu te sacrifies, tu priorités. Tu mets la priorité aux gilets jaunes et pas regarder à la télé ou faire des matchs de foot avec tes copains, etc. Tu as choisi, tu as fait une hiérarchie dans tes priorités. Donc à la fois c'est du mérite et puis parce que aussi il faut être bon. Et puis il y a aussi du travail. La seule différence avec les monarchistes, c'est qu'ils rajoutent, oui, mais il y a la naissance aussi. Mais oui. C'est-à-dire que, le mérite, on comprend bien. Le mec, il est bon dans ce qu'il fait. Le mec, c'est un ancien militaire. Tu sais, il a l'habitude d'organiser des opérations coordonnées à 150, 5 heures du mat. Ok, ça, c'est du mérite. Après, le mec, il travaille, tu vois, parce que le mec, il parcourt des kilomètres, il contacte tout le monde, il fait ça nickel. Bon, il fait les repérages, tout le walkie, tout. Bon. Et les monarchistes, les monarchistes un peu concons, les old school, en fait, ce qui nous est vendu comme monarchiste, ils nous disent, mais finalement, là, il manque, pour être monarchiste, la naissance. Mais qu'est-ce que la naissance pourrait apporter? Parce que quoi, c'est un peuple élu, c'est le sang bleu. Et en fait, quand tu leur parles de ça, les trois quarts, les mecs, ils comprennent pas, en fait, ils vont pas jusque-là. Il y en a qui nous disent, ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est que quand tu viens d'une famille riche, c'est de la naissance, donc il faut que tu aies de mérite.
faut que tu aies le travail, et en plus, il faut que tu aies la naissance, parce que ça te donne une vision du monde que tu n'aurais pas si tu venais des gueux, tu vois. Parce que de tes choix, enfin des choix de ta famille, tu vois, faire du golf à la boule, voyager en première, enfin tout ça, bah, apparemment, tu vois, ça donne une vision des choses que le gamin d'un gueux n'aurait pas. Donc ça, c'est la différence qu'on a pour l'instant au niveau concept avec les monarchistes. Je voudrais juste réagir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je t'en prie. Sur le fait qu'ils voulaient que les enfants deviennent républicains. Moi, j'ai entendu au mois de mai le principal du collège de mon fils me dire que les enfants, fallait qu'ils soient enlevés, je reprends ses propres termes, enlevés de l'influence dans le système comme le collège et l'école primaire pour développer leur esprit critique. Tu penses quoi de ça? C'est simple, ça n'a rien à voir comme contexte. Et donc c'est une plaisanterie aujourd'hui, d'un certain point de vue, et je vais te dire pourquoi. Il rigolait pas en me disant ça. Oui, mais ça m'étonne pas, parce que d'abord il est possédé, il croit dans ce qu'il raconte. Mais au demeurant, il y a quand même... Raisonnons de nouveau par rapport à 1789, etc. D'abord, en 1789, il n'y a quasiment aucun républicain en France. Il faut être très clair. Même quelqu'un comme Robespierre, il croit dans la possibilité d'avoir une monarchie, mais constitutionnelle, avec une constitution. C'est son combat. Bon, et puis progressivement, il se rend compte que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le roi veut pas. On en revient à ce que tu disais. Bon, l'idée de la méritocratie que défend Robespierre, d'ailleurs, au demeurant, et que même par la suite, d'ailleurs, les communistes défendu, c'est-à-dire l'idée que le travail, voilà, c'est ça qui constitue la base, évidemment. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on défend le travail, parce que le travail, c'est quoi? C'est l'expression du mérite. C'est pas le seul canal possible, mais c'est l'un des canaux majeurs. Ça, c'est important. Mais à l'époque, il faut bien comprendre que c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, on ne fait pas dans la demi-mesure. On prend toutes les mesures nécessaires pour pouvoir créer une république, y compris arracher les enfants aux parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un discours où la République, je rappelle quand même que Manuel Valls était l'un des grands défenseurs de la République, jusqu'à ce qu'il aille en Catalogne pour défendre la monarchie. Il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu une entreprise plus d'embrigadement que de véritable éducation républicaine. Il faut être bien conscient. Avec, évidemment, des codes, des façons de voir le monde, etc. C'est la grande différence avec la Révolution française, où là, il s'agissait vraiment de construire un monde nouveau. Et c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, la Révolution française est tant criminalisée. Elle est criminalisée parce que c'est une rupture et qui remet en cause les intérêts de ce que tu disais, la noblesse de robe, la bourgeoisie bien marchande, etc. C'est donc vécu comme insupportable. Et quel est, comme par hasard, l'un des révolutionnaires les plus criminalisés et qui était dans cette logique de construction d'un nouveau monde, c'était Robespierre. Aujourd'hui, c'est pas un problème. Il s'agit juste d'embrigader, de raconter des trucs. Ceux qui enseignent les droits de l'homme et du citoyen, ils ne connaissent même pas. Il faudra qu'on se fasse quand même un live sur Robespierre. On le fera. Parce qu'il y a des histoires avec Lyon, avec la Tout Vendée. à fait, je pourrais en parler. Avec Fouché qui mitraille Lyon, et Robespierre est furieux. Et quand il fait ramener Fouché, il lui passe un savon monumental en disant « Mais on t'a jamais dit d'aller mitrailler Lyon comme ça ». Oui, mais le mal est fait. Mais lui, il n'a jamais voulu. Et d'ailleurs, Fouché a tellement craint pour sa vie que c'est un de ceux qui s'est retourné contre Robespierre le 27 juillet 1794 et qui, par la suite, Fouché a fini ministre de l'Intérieur sous Napoléon. Voilà. Le problème est réglé. En service rendu. Tout à fait, pour avoir liquidé Robespierre, entre autres. Voilà. On pourra en parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça va dans tous les sens et puis ça a des impacts avec nos vies de tous les jours. Hein, tu vois, l'histoire de ton prof, c'est quoi? C'est le directeur d'une école? Le principal, oui. Oui. Ça s'appelle l'embrigadement. J'appelle ça de l'endoctrinement. Oui, c'est la même chose. On était sur le libéralisme. Hein, oui, mais c'est un lien parce que les libéraux, et ça il faut l'avoir comment dirais-je, quelqu'un qui se dit libéral, il est d'abord libéral pour lui, enfin, égoïstement. Et fondamentalement, il est prêt à utiliser tous les moyens, y compris pratiquer la politique de ce qu'on appelle la canonnière, pour faire valider son intérêt égoïste. Il se trouve que la revue Histoire, qui est loin d'être une revue fantastique, elle vient de sortir un numéro pour janvier 2020 sur les guerres de l'opium au milieu du XIXe siècle, quand la France et le Royaume-Uni humiliaient la Chine. Le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive au nom du libéralisme en Chine. Oh, il faut ouvrir votre commerce. Votre commerce de quoi? D'opium.
Ah bah non, l'opium, ça drogue les gens. Ah non, on s'en fout. Ah non, vous l'ouvrez. C'est comme pour les OGM. Liberté de commerce. Comme pour le glyphosate. Évidemment. Comme pour les 11 vaccins. Ouais. Et comme les Chinois voulaient pas, guerre. Mais ça, il y en a eu des tas d'exemples comme ça, historiquement, pour implanter le libéralisme par la politique de la canonnière. C'est pas par la politique de la main tendue. C'est rarement le cas, au demeurant. Rousseau était très critique par rapport à ça. Ah oui, ça c'est évident. Parce que Rousseau, il n'est pas du tout dans la logique d'égoïsme. Lui, il raisonne plutôt sur la logique du bonheur, mais un bonheur qui se veut collectif. Et en fait, qui va être synonyme dans le fond de vertu. Mais il avait fait placer ses gosses quand même. Rousseau. C'est toujours le même problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es dans un monde, en fait, il y a deux solutions. On va prendre un truc très simple. On est dans un monde capitaliste. Bon, alors, imaginons qu'on refuse ce monde capitaliste. Alors, il y a deux façons de le combattre, si j'ose dire, d'un certain point de vue. Soit on le refuse, j'allais dire, dogmatiquement. C'est-à-dire, on ne veut absolument pas se comporter en capitaliste. Dans ce cas-là, tu vas élever des chefs dans le Larzac dans les années 70, et puis un jour tu craques parce que tu n'en peux plus, et donc tu redeviens. Et en fait, tu deviens encore plus capitaliste que contestataire. Ou le système te met la main dessus. C'est ça. Et tu finis par faire 12 mois de tôle avec 6 mois de sursis supplémentaires. Voilà. Parce que tu n'es pas bancarisé, parce que tu as pété un câble avec les Schmitt et puis les juges, parce que tu veux pas te plier, parce que tu es un insoumis, puis tu veux vivre. Et puis accessoirement, tu deviens une icône, y compris pour le capitalisme. C'est-à-dire que tu n'es pas fondamentalement. Tu penses que le capitalisme peut recycler ils font que ça. Michel Field, voilà, des gars comme ça. Ouais, mais ça, c'est des intellos. C'est pas des collègues gilets jaunes, tu vois, qui sont dans le processus révolutionnaire et qui vont jusqu'à faire de la tôle, tu vois, pour leur. Mais tu sais, ça existe parce que dans le fond, on peut toujours récupérer. Le capitaliste récupère tout ce qui est récupérable. Et c'est un processus qui n'est pas forcément visible, mais qui se fait par des petites attentions, par des petits échanges. Et ce qui fait que le cerveau humain, s'il n'est pas constamment, en permanence, comme c'est le cas pour les Gilets jaunes constituants, comme c'est le cas pour des tas d'autres citoyens qui se battent, pour le PRCF dont je suis membre, pour autre chose, bon bref, passons, et s'il n'est pas constamment dans une logique de lutte, etc., à un moment donné, il peut céder. C'est exactement d'ailleurs ce que dénonçait déjà Robespierre en 1794, en février 1794. Si on n'est pas dans cette lutte constante pour résister, on cède et on est corrompu. C'est très simple, fondamentalement, de ce point de vue. Et on les retrouve à Libération, l'Express. Évidemment, parce que l'être humain, bien nourri généralement. La vanité, l'orgueil, ça va très très vite. C'est tout à fait possible. Et par rapport à ça, j'insiste. On était déjà sur quel point là Libéralisme. On était sur le libéralisme. Je voulais te poser une question pour le comique là, tu sais, qui vient du Havre. Putain. Lequel Chirac, là, camping. Dubosc. Ouais, Dubosc. Au départ, le gars. Tu vois, je connais. Il y a mieux, il y a Rémi Gaillard quand même. Certes. Non, mais lui, mais Rémi Gaillard, il s'est pas couché. Non, il s'est justement. Non, mais Dubosc, c'est couché. Rémi Gaillard, c'est un exemple. C'est un Coluche. Donc le gars, il vient des HLM, etc. Donc le gars, à force de travail, il monte, etc. Il commence à goûter au libéralisme, il commence à goûter aux belles voitures, aux femmes qui s'intéressent à lui, etc. Ça corrompt, c'est tentant. C'est tentant, surtout quand. Mais quand même, au départ, le gars a un premier réflexe sur les gilets jaunes. Il fait: mais ouais, les gars, putain, je suis comme vous. Oui. Ma mère, elle est gilets jaunes et tout. Et il y a un moment, ça y est, il est en Suisse. D'ailleurs, il est pas à Paris, il est en Suisse. Il fait un spectacle en Suisse. Et hop, il dit: non, trop violent, non, on peut pas. Parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu l'as dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Pas nous sommes avec vous. Ou on est tous ensemble, c'est le jeu. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ok, d'accord. Les artistes, le moi-je, d'accord, il est au milieu des projecteurs. D'accord, ok. Fondamentalement, et quand bien même s'il ne le serait pas, il est dans une démarche purement individuelle. Et la démarche individuelle, elle satisfait aussi un peu l'ego, disons-le clairement. Quand on ne s'inscrit pas dans une démarche collective, dans un cadre collectif de combat, de lutte, où à un moment donné, son ego, on est obligé de le rabattre. Parce qu'attention, on est tous comme ça, et moi probablement le premier, c'est-à-dire on a un ego, ça c'est normal. Si on ne se bat pas contre ça, si on se met en avant en mode moi je, et moi je pense que, et moi je soutiens les gilets jaunes, et moi je dis que les gilets jaunes ont raison, mais en même temps moi je dis que les gilets jaunes devraient plutôt faire comme ça,
c'est de l'égoïsme pur et dur, c'est tout. On ne se bat pas dans une logique collective où il y a des choses imparfaites, où on n'est pas dans la recherche de solutions qui permettent de véritablement transformer les choses. Et on tombe très souvent après dans quoi? Dans l'aigreur. Dans l'aigreur parce que moi je vous avais dit qu'il fallait faire comme ça, vous ne m'avez pas écouté. Voilà, ça c'est un truc classique de l'histoire, on en retrouve des tas des comme ça. Coluche était plus collectif à ton avis? J'en suis pas du tout certain, ça ce serait à voir. Même si il a quand même démontré il était capable de s'inscrire dans une démarche associative en ne faisant plus confiance aux politiques. Honnêtement, je ne saurais dire. Alors après, il y a des thèses. Est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce que j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que historiquement, quand on arrivait à obtenir des choses, et comme tu l'as dit, c'est quand on se battait tous ensemble en même temps, dans le même sens, et pour arracher de haute lutte des droits. Voilà. Donc là, juste pour essayer de synthétiser, la révolution extérieure qu'on appelle de nos voeux, il a failli tomber le palais quand même, 1er décembre. L'hélicoptère n'était pas droit. Les valises étaient prêtes. Bref. Mais ok, en fait, cette révolution à l'extérieur, c'est une évolution à l'intérieur. Oui. Et cet ennemi intérieur, c'est l'égoïsme, le moi, le je, c'est repenser du collectif. Remettre du collectif partout. Du sens commun, du bien commun. Du bien commun. Du bon sens aussi. Du bon sens. La loi naturelle. On ne se marie pas avec une table. Il y a des trucs qui clochent. Quand le mec essaie de te vendre, tu vois, l'écriture inclusive, ou le fait que le mariage avec une table, parce qu'il y a de l'amour derrière, tu vois. Ouais, c'est ça le progrès. Ouais, sympa cette table, mais ça s'arrête pas sympathique. Non, mais il y a aussi les progressistes. Oui, je sais. Ouais. Oui, tu as raison, c'est un raisonnement qui est totalement amatérialiste, dans le sens, ça n'a aucun sens, quoi, en fait, justement. Mais pour aller dans ton sens, moi j'aimerais terminer plutôt sur une citation de Robespierre, comme ça mettra l'eau à la bouche pour la prochaine fois peut-être, dans un discours du 5 février 1794. Donc c'est un peu moins de 6 mois avant sa mise à mort par justement ceux qui en avaient ras-le-bol de ces discours, dont je vais vous lire un extrait là. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur à la petitesse des grands, un peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole et misérable, c'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Bah tu sais, c'est énorme. Ça sera d'actualité, vous en pensez quoi? Tout est dit. On va en faire un tract? Vous voyez, on pourrait le citer. Mais parce que là, cette monarchie libérale dans laquelle on vit, c'est ça. Oligarchique, pas une république. Avec les oligarques, etc. C'est ça, c'est ça. C'est pas une république. Ça a tellement été salopé ce mot république. C'est comme droite-gauche, on en est carrément allergique maintenant. Et oui. Vraiment, je peux te le dire. Enfin, je m'avance. Non, pas du tout. Mais oui, je m'avance, mais les gars, vous en pensez quoi? On a une main droite, une main gauche. Honnêtement, tu as le bien commun et puis démocratie première, quoi. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que tu viens de le dire et ça a été dit. Le premier moyen de domination et d'emprise d'un pouvoir, comme c'est le cas de Macron, etc., c'est le pouvoir de la langue. C'est le pouvoir du langage. Et d'ailleurs, il y a un historien qui s'appelle Victor Klemperer qui s'était intéressé à étudier la langue sous le Troisième Reich, où il avait démontré comment les nazis, en fait, avaient d'abord pris le pouvoir en imposant leur concept progressivement, leur langue, qui ainsi s'est diffusée progressivement. Ce n'est pas une réforme, c'est une contre-réforme des retraites. Voilà. C'est la loi sur l'école de la confiance. C'est tout sauf la confiance, et encore moins l'école d'ailleurs, c'est rien. C'est pas ce que c'est. Quand on parle le même langage que ses maîtres, on devient esclave. Voilà. Bon, là, je vous demande, vous voulez pas qu'on lui demande de relire le texte de Robespierre parce que c'était quand même beau. Tu nous fais un petit plaisir. Bis. Allez, je vais le relire. s'il te plaît. Je vais le relire. Je précise simplement parce que je venais de fermer l'ordinateur.
Oui, quand même que les auditeurs, mais je pense qu'ils l'avaient compris, sachent que je ne connais pas par cœur tout. Il y a des choses que je connais par cœur, d'autres je dois les lire. Donc, je répète, c'est un discours prononcé le 5 février 1794 où il explique les objectifs en fait, du gouvernement révolutionnaire, etc. Le texte est très long. Je lis un passage qui résume parfaitement, me semble-t-il, la teneur de notre échange. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme. Et vous voyez que le premier mot qui cible, c'est l'égoïsme. La morale à l'égoïsme. La morale à l'égoïsme. La probité à l'honneur. Probité, alors c'est probité par rapport à honneur. Parce que nous, on dit force et honneur, tu sais, sur les ronds-points. Oui, mais honneur, c'est autre chose, attention, parce que là, c'était l'honneur dans le sens négatif. J'ai un honneur qui fait que, ouais, tu vois, c'est pas un honneur de combattant, c'est un honneur personnel. Celui qui fait que moi, j'ai de l'honneur, je ne vais pas m'abaisser à je ne sais quoi. Appris à la loi s'il le faut. Les principes aux usages, corruption, comprenons bien. Les devoirs aux bienséances, hein, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est la bienséance, je pense. L'empire de la raison à la tyrannie de la mode, ça peut renvoyer même aujourd'hui à la mode consommatrice s'il le faut. Le mépris du vice au mépris du malheur. On va toucher le vice, les vices privés qui font la vertu publique. C'est n'importe quoi pour Robespierre. La fierté à l'insolence. La grandeur d'âme à la vanité. L'amour de la gloire à l'amour de l'argent. Les bonnes gens à la bonne compagnie. Le mérite à l'intrigue. La méritocratie plutôt que les petits mérites qui font que M. Cirelli devient chevalier de la Légion d'honneur. Le génie. Fiction de hamster. Hein. Tout à fait. Voilà. À ce niveau-là, on ne peut pas aller en dessous. Hein. Toujours dans la logique de substitution. Le génie au bel esprit. La vérité à l'éclat. Le charme du bonheur aux ennuis de la volupté. On retrouve le mot bonheur. Voyez. La grandeur de l'homme à la petitesse des grands. Ça, c'est extraordinaire. La grandeur de l'homme à la petitesse des grands. Des aristocrates, de tous ces gens-là qui en réalité sont très oligarques. Tu parles de ces oligarques. Oui, voilà. Un peuple magnanime, puissant, heureux. Un peuple aimable, frivole et misérable. Le peuple qui se plie, qui accepte et qui en fait reste. Et qui regarde BFM et qui va au match de foot. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Et bien là, on va remplacer République par démocratie première. On remplace monarchie par république franc-maçonne, parce que c'est eux qui l'ont créé. Bah, ils s'en vantent. Ils s'en vantent, mais honnêtement, c'est à l'oligarchie, en fait, tout simplement. Cette république oligarchique et bancaire. Oui, donc c'est pas une république, c'est une oligarchie, point barre, qui fait ce qu'elle veut. Elle ne pense pas à la chose publique, elle pense à la chose égoïste. Voilà, en tout cas, merci pour ce partage. Et on se fait du bien quand même. Ah oui, très très enrichissant. Merci. Merci beaucoup. On est toujours de vous retrouver, les camarades Gilets jaunes, toujours avec grand plaisir. Et alors, finalement, on va finir par te l'offrir parce que tu l'aimes bien, Gilet. Hein. Ouais, tout à Constitué fait. en 91, mort au con et à la dette. Ouais, les collabos au Kerguelen. Et aux incultes. Et puis oui, Kerguelen, pas de problème, on fera travailler. Rééduquer par le travail, c'est important ça. Apprendre ce qu'est le travail. Ça, c'est ton côté un peu stalinien. Sibérie, bolchevique. goulag. Bolchevique. Mais non, bolchevique, puisque tu me lances là-dessus, je me permets de citer. Non, mais je pense que. Non, c'est juste parce que. Non, pas stalinien, contrairement à ce qu'on croit. Pas stalinien. Tout simplement dans une logique très communiste. Et j'aimerais juste citer un décret qui avait été pris sur la corruption en mai 1918. Le décret Balkany, c'est ça? Non, excuse-moi. Bah, quelque part. Écoute. Non, on rigole. Monsieur le procureur, voilà, on est taquin. Écoute, voilà. Quelque part. Mais je pense que ça pourrait s'appliquer à Balkany et je pense que beaucoup seraient plutôt en accord avec ce décret dont je vais parler. C'est un décret sur la corruption qui est mis en œuvre par Lénine, qui vient d'arriver au pouvoir avec donc ses camarades bolcheviques. Et voilà ce que raconte le décret. Donc je cite un ouvrage, au passage vous voyez que je suis très ouvert d'esprit, puisque je cite l'ouvrage d'une journaliste américaine très anticommuniste qui s'appelle Anne Applebaum et qui a publié Goulag, une histoire. Donc vous voyez, moi je lis tout, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, elle a quand même l'honnêteté de reconnaître, en mai 1918, le premier décret sur la corruption précisait donc, si la personne coupable, c'est le décret, si la personne coupable de recevoir ou d'offrir des pots de vin appartient aux classes possédantes, et y recourt pour conserver ou acquérir des privilèges liés au droit de propriété,
il convient de le condamner aux travaux forcés les plus désagréables et de confisquer tous ses biens. Ah ouh. Oh là là. Alors attends, on va le refaire. Les travaux forcés les plus désagréables. Et de confisquer tous ses biens. Et de confisquer tous ces biens. Voilà. Est-ce que tu es en train de parler là De Lénine en 1918, oui. D'accord, mais parce que nous, on a quelque chose, on a 1400 milliards d'euros d'intérêts de la dette qui ont été volés au peuple pour payer les intérêts d'une dette illégitime et odieuse que personne n'a voté, d'accord ? Pompidou, il a fait passer ça, il est mort, d'accord. Mais toutes les dynasties bancaires qui sont goinfrées avec ces 1400 milliards d'intérêts de la dette, Ouais, hein. Oui. Il faut savoir que maintenant la dette, elle est à quoi ? 2200 milliards ? 2400. Oui, ça prend des proportions surréalistes. Derrière, il y en a qui en profitent quand même. Il faut savoir que le parc immobilier à Paris, c'est quoi ? 25% appartient aux banques et aux compagnies d'assurance. Qu'est-ce qu'il disait là, Lénine ? Bon, on les envoie, Kerguelen, ok, des trucs désagréables, froids, humides, quoi, voilà, creuser des trucs. Ah, ils vont travailler pour le bien commun. Au Kerguelen, bon, c'est autre chose. Mais c'est quoi confiscation des biens ? De tous ces biens, c'est-à-dire des biens qui se sont Malaki. Bien Malaki ne profiterait pas là ? je dirais Profite appropriés. Je dirais, tu sais quoi, parce qu'il faut être clair, ils se sont appropriés en expropriant le peuple. Donc là, tu es en train de nous dire que finalement, ces 1400 milliards, c'est pas qu'on va arrêter de payer les intérêts de la dette, Ouais. c'est qu'on va aller le gratter, ce Oui, qu'ils nous ont chercher. volé. Bah oui, Et attends, et les c'est frais la- bancaires, parce qu'il faut savoir combien ça coûte. On a tous eu des frais bancaires iniques, d'accord ? Et tout le monde était à découvert, hein ? Il faut savoir, il va falloir faire des commissions citoyennes pour auditer le prix, le véritable prix des frais bancaires. Ça doit être quelques cents, hein. Alors que les mecs, ils nous facturent ça, tu sais, Oui, vraiment ça monte, Ça hein, des coûte dizaines, toujours des très centaines cher. d'euros, etc. Bien sûr. Vous imaginez ce que les banques nous doivent ? Oui. Depuis, toi, t'es bancarisé depuis quoi, 40 ans ? Enfin, je sais pas, 30 ans, 35 ans 30 ans. 30 ans. Toi, pareil, Papy Cracotte, lui, ça fait au moins 60 ans qu'il est bancarisé. Mais bref, mais t'imagines le pognon qu'ils nous ont gratté ? Bah oui. Mais Oui, ça, je le attends, sais, oui, ils oui. nous le volent là, ils nous le doivent. Bah oui. Attends, les victimes, c'est le peuple français, on est d'accord ? On est dans le triangle de Cartman. Oui, Les oui. victimes, c'est le peuple français. Oui. Les gilets jaunes, c'est les justiciers, c'est les Robins des Bois. C'est bien Oui. ça, on Oui. se bat pour la dignité, la justice. Expression qu'utilisait déjà d'ailleurs Robespierre dans son discours de 1794 et même avant. Nous avons la certitude de l'existence du bien, du beau et du Oui. vrai, et du nécessaire combat pour les faire triompher. Ouais. Et ça fait 14 mois qu'on s'en prend. Marie-Laure, elle peut le dire, Ouais. même tu l'as pris dans l'œil. Et vous aurez remarqué que, en réalité, puisque tu parlais de ça, est-ce que les hommes ont fondamentalement changé ? J'espère vous avoir démontré que d'une époque à l'autre, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Et donc là, par contre, au niveau programme, là, on a quelque chose de bien. Là. On va pouvoir renflouer le pays, puis nos poches aussi, parce que... Il y a de l'argent récupéré. Ah ouais. Là, le patrimoine immobilier des banques, grosso modo, tout ce que les banques, les compagnies d'assurance ont, les fonds de pension, etc., les fonds de spéculation, là, tout ça, c'est du vol. Oui. Tout ça, c'est Oui, du oui. mal acquis, on est bien d'accord ? Bah oui. Bon. Et comme bien mal acquis ne profite jamais, un jour ou l'autre. Alors moi, je veux bien, limite, tu vois, comme les dictateurs, quand ça, les mecs, ils remplissent, tu sais, avec des palettes, les transporteurs militaires, tu vois, avec des lingots, puis ils sauvent, tu vois. Mais ils peuvent pas faire ça avec les biens immobiliers. Ils peuvent pas faire. Et puis, ces gars-là, tous ceux qui sont derrière, là, parce qu'il y a l'anonymat des capitaux, Valérie Oui. Hugo l'a très bien expliqué, les paradis fiscaux, nanana. Bon, mais derrière, on sait très bien que c'est la dynastie Rockefeller, c'est la dynastie Il y a Rothschild. des noms. il y a C'est des les noms. JP Morgan, etc. On sait. Bon. Ces gars-là, en plus de financer Extinction Rebellion Angleterre, bon bref, ces gars-là, c'est eux les grands gagnants de cette fraude bancaire, de ce vol. Un moment ou un autre. Ça sera comme au Far West, tu vois, wanted. Tu vois, si tu arrives à permettre l'arrestation de ce mec-là, c'est 1 million de nouveaux francs. Mais oui. Ou de nouveaux francs or, tu vois. Pourquoi il a fui, Carlos Ghosn, d'après vous ? Et quand le gars, on parle aux collègues là, qui quelquefois ils sont obligés de quitter la France, tu vois, pour avoir une vie, tu vois, parce que les mecs sont en faillite, ils en Ouais, sortent c'est pas. ça. Ils sont obligés, tu vois, ils se retrouvent à travailler dans des hôtels, tu sais, aux quatre coins du monde. Les gars, quand ils sauront qu'il y a des avis de recherche pour ces mecs-là, et que s'ils arrivent à dire, voilà, là, on a la famille, toute la famille Rockefeller qui est là, tu vois. Et ce qui, pour cela, nécessite aussi... Avec une ligne gratuite sur l'ambassade de France, tu vois. Mais Ou ça- derrière, il y a les sous-marins qui peuvent aller les chercher. Les mecs, on te les prend et on te les passe devant les tribunaux populaires. Et là, ils vont prendre des milliers d'années de prison Un pour leur vol. tribunal révolutionnaire, tu veux dire. Et populaire.
Mais c'est lié. Des juges corrompus, enfin bon. Ah mais on est bien d'accord. Et l'affaire, c'est que le gars, il va se prendre tellement de milliers d'années de prison qu'à un moment, il va se dire, ok, je suis peut-être très riche à Wall Street, tu vois, mais là, je suis sur une base militaire, enchaînée, et là, j'en ai pour 3500 ans de prison. Oui. Où il travaillera. Mais non, il ne peut pas pour 3500 ans. Ah non. Par contre, là, par contre, là, il comprendra ce qu'est le travail. Par contre, là, il peut payer, tu vois. Il va nous trouver. Moi, je veux bien que tu le fasses bosser dans une porcherie ou sur le bord des routes, etc. Mais le pognon qu'ils ont volé, et derrière, c'est des barres d'or, c'est des barres d'argent. C'est les deux à la fois. Etc. Il faut qu'il le rembourse. Donc, à un moment, le gars, il va se prendre pas tellement... le rembourser, le restituer. Le restituer, voilà. Et à un moment, le gars, il va avoir tellement d'années de prison qu'on va lui mettre des cautions. Et ça va être chaque tonne d'or. Tu sais, il négocie 1 an de prison contre une tonne d'or. Il va le trouver. T'inquiète pas, il va passer des coups de fil. Ce sera le dialogue social. Il va passer des coups de fil avec ses avocats à New York. Ils vont trouver le pognon, t'inquiète pas. L'or de Sarkozy, tu te souviens là, les 300 tonnes d'or qui sont partis là, vendus en dollars PQ, tu vois, ils vont revenir. On ne sait pas comment, mais ça va revenir. Parce que le mec, il n'a pas envie, les Rockefeller, les Rothschild, etc., ils n'ont pas envie de faire 3500 ans de prison. Donc à un moment, ils vont le trouver. Donc les gars, la Terre, elle est trop petite pour vous. On va vous retrouver. Bien Malaki ne profite jamais. Ça, c'est un petit programme politique. Ça, c'est du Mishka. Alors là, je ne parle pas au nom des constituants. Voilà, c'est du Mishkisme. On va vous retrouver, les gars. La Terre, elle est trop petite, en fait. On va vous retrouver, on va vous mettre des putains de wanted. C'est comme autant des cow-boys. Pour toute information qui permet l'arrestation d'eux, on a les meilleures troupes de marine, on a les meilleurs paras, on a les meilleurs légionnaires. On va les trouver, les mecs. Ils vont se retrouver dans des cales de sous-marins, tu vois. Ils vont être sur la plage en train de siroter leur cocktail. Tu vois, t'as des mecs qui vont arriver, qui vont les taser direct. Les mecs, ils vont se chier dessus, se vomir dessus. On va les mettre dans des sacs, on les ramène dans le sous-marin. Si tu veux, la pire des sentences, c'est de leur faire lire les œuvres de Robespierre, de Marx, Engels et Lénine, et de Saint-Just d'ailleurs. Ça, c'est la pire des sentences. Il y a un collègue qui dit les 26 plus riches du monde possèdent autant de richesses que les 3,8 milliards les plus pauvres. Nous, en tant que peuple politisé, en tant que Français, donc ultra politisé, on se doit de donner l'exemple et d'aller choper les 26. Alors, c'est pas des mecs parce qu'on sait que c'est des familles. Derrière, voilà. Mais les 26 familles, on se doit, tu vois, la France, le peuple français, se doit d'aller chercher ces mecs-là et doit les mettre devant les tribunaux populaires. Tu sais ce qui a été combattu dans l'entre-deux-guerres pendant les années 20-30, c'est ce qu'on appelait les 200 familles en France. Le nombre a réduit. Là, tu en as 26 au niveau mondial. Voilà, le nombre a baissé, mais à l'époque, on se battait déjà contre les 200 familles. Là, il y en a moins, mais elle concentre encore plus. Voilà les amis, en tout cas on a un bon programme, c'est bien ça comme programme du PRCF. En tout cas, on ne s'oppose pas à ce programme-là, tu imagines. Voilà les amis, donc bon, blaguer, hein, bien sûr, que JP Morgan et Rockefeller ne portent pas plainte contre les constituants. Voilà. Ils ne pourront pas par la suite, ils ne pourront pas. Bref, on sait très bien que la justice est corrompue. Une pensée à tous ceux qui sont tombés. Voilà, bonne année à tous les amis. Force et honneur. Vous avez un mot à dire les camarades? Ah ouh. Tout simplement. On lâche rien, ouais. Ah ouh. Voilà. Et on se bat toujours et à très bientôt. Et encore merci pour ces échanges avec vous les camarades. Force et honneur. Et rendez-vous très bientôt le 9 janvier. Le 9 janvier. C'est tout de suite. Le 9 janvier pour expliquer aux camarades de la base, donc les gars pas syndiqués, hein, les gars de la base, les travailleurs de la SNCF, de la RATP, de l'énergie, du gaz, ceux qui tiennent en fait véritablement le système par les couilles, parce que c'est pas les profs, ni les mecs des musées, ni des bibliothèques, ni tu vois, qui tiennent le système par les couilles, c'est les mecs de l'électricité. Quand eux décident de faire des coupures d'électricité à tel endroit, etc., l'oligarque il a plus d'électricité, tu vois. Oui. Avant il avait, après il a plus. Donc là, il est avec le groupe électrogène. Le mec, il est avenue Foch, dans 200 mètres carrés avec son groupe électrogène sur la terrasse, t'imagines? Déjà, tu le fais chier, tu vois. Ce sera la nature, avec le silex. C'est bien la nature. Non, mais l'affaire, c'est que le 9 janvier, les amis, on va être on va pas être à la manif, on va être sur les côtés de la manif des syndicats pour passer des messages à la base que le seul syndicat du peuple, c'est les Gilets jaunes. Et nous, ça fait 14 mois qu'on est dans le combat. Et que nous, il n'y a pas de cotisation. Et que nous, il n'y aura pas de compromission. Il n'y aura pas de trahison. Voilà, c'est le seul syndicat révolutionnaire. On se bat pour changer les choses. On n'est pas là, on n'est pas des partenaires du gouvernement. On n'est pas des partenaires sociaux.
On n'est pas là pour danser et se coucher à la fin. Un moustache. Parce qu'il va se coucher, moustache. Parce que la main qui donne, elle est au-dessus de la main qui reçoit. Tu vois. Et quand tu payes l'orchestre, tu choisis la musique. Cherche qui finance. Voilà. Bon, les amis, force et honneur, on lâche rien. On sait que derrière cette retraite, cette destruction des retraites, c'est la dette. C'est la dette. Et ceux qui ne le disent pas, ceux qui ne mettent pas en AG Interpro, quand les mecs refusent de désigner l'ennemi, quand ils refusent de désigner l'ennemi, c'est soit par connerie ou soit par calcul. Et ben, moi, je pense que c'est par connerie. Parce que c'est par endoctrinement. C'est l'endoctrinement de gauchistes. Ouais. Parce que les mecs, il y a beaucoup de profs, hein, les mecs refusent d'aller de... Oh, tu vas trop loin. Non, je vais pas trop loin, putain. Non, on n'y va pas. Pour moi, on peut parler plus facilement maintenant. Je peux en témoigner. Dans les AG, je me fais plaisir. On le fait aussi, t'inquiète pas. L'ennemi, c'est la dette. La première chose en politique, les amis, où que vous soyez dans n'importe quel AG Interpro, faites en sorte de faire voter des motions de l'Assemblée générale. Qui est l'ennemi? Faites voter ça. Faites voter qui est l'ennemi. Alors, il y a la poursuite de la grève aussi, mais faites voter qui est l'ennemi. Parce que c'est le premier pas de l'émancipation, c'est définir son ennemi. Parce que sinon, c'est du gloubi-boulga. On reste dans le vague. Donc, les amis, vous êtes éveillés, vous êtes la résistance depuis 14 mois. Et ça continue. C'est votre devoir de faire comme nous, d'aller dans les AG de grévistes, dans les AG Interpro. Ouais, on est fatigué. Ouais, on en a plein les bottes. Ouais, c'est après les manifestations, mais on le fait quand même. Et on le fait pour le bien commun. Et là, on fait désigner l'ennemi, on fait voter des motions pour faire désigner l'ennemi. Et même s'il y a des syndicalistes du SNUP ou je sais pas trop quoi, des profs, des mecs qui n'arrivent pas à se faire respecter dans leur classe, par des gamins, et les mecs nous expliquent qu'il ne faut pas désigner et qu'on est trop radicaux. Non. On va à la racine des choses, c'est comme des dents pourries, on va à la racine des choses pour tout nettoyer. Voilà. Les amis, force et honneur, on lâche rien. Allez, pacifique et bienveillant. Un bisou à tout le monde.